Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin. Ce soir sur la première conférence de presse de Donald Trump, une prise de parole en pleine tempête autour de révélations supposées sur une vidéo à caractère sexuel, mais aussi des faits de cyberguerre de la part de la Russie. Nous allons en parler bien sûr et débattre plus largement de la politique économique du président élu. Démondialisation, protectionnisme et emploi, un triptyque qui trouve aussi un écho en Europe et en France. C'est un match à distance. François Fillon versus Emmanuel Macron. Les deux candidats proposent de changer la France et notre société. À chacun sa méthode. La radicalité revendiquée pour Fillon. La révolution démocratique pour Macron. Et au final, est-ce deux visages du libéralisme? C'est le thème du match qui opposera Christophe Castaner, soutien d'Emmanuel Macron, à Olivier Babot, porte-parole de la Fondation Concorde. Enfin, l'entretien pour aller plus loin sur un sujet absent ou peu évoqué dans cette campagne présidentielle, l'agriculture et la situation des agriculteurs et des éleveurs. Pour l'évoquer, mon invité, Xavier Belin, le président de la Fédération agricole FNSEA, auteur du livre « Notre agriculture est en danger », le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être en notre compagnie. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, tout de suite le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Cécile Sixou. Une année sous le signe de la politique. Pour ses vœux à la presse parlementaire, Gérard Larcher, le président du Sénat, a défendu le programme de François Fillon, même sur le dossier du non-cumul des mandats qui fait grincer des dents certains parlementaires de droite. Que ce soit pour les collègues du groupe Les Républicains ou des collègues centristes, avant Noël, les présidents de groupe se sont exprimés clairement, et moi-même devant le groupe Les Républicains. Donc, considérons cette question tranchée. Quant à la question d'être Premier ministre si François Fillon est élu président, non, a répondu Gérard Larcher, ce n'est pas le rêve de ma vie. François Fillon. On n'a pas été bon, on n'a pas été clair dans nos propositions. Oui, il va bien falloir réorganiser notre système de protection sociale et notre système de santé. Ce que nous avions écrit a été mal compris. Je l'ai retiré. Je l'ai retiré. Vous l'avez retiré. Europe Écologie Les Verts. Un nouveau slogan, la France vive et 76 mesures. Yannick Jadot, le candidat écologiste, a présenté son programme. Parmi les mesures fortes, une sortie définitive du nucléaire en 2035, 100% d'énergie renouvelable en 2050, mais aussi le droit de vote des étrangers et le SMIC à 1 800 € brut. S'il y a un moment, il y a des gens et des candidats et des responsables politiques qui se disent « Tiens, l'écologie, c'est important ». Finalement, je me retrouve dans ce qu'ils disent depuis si longtemps. Mais qu'ils nous rejoignent. C'est le parti écologiste aujourd'hui, c'est Europe Écologie Les Verts. C'est pas le Parti Socialiste. Ces propositions seront éditées dans un livre qui paraîtra courant février. En séance. Ils n'ont pas abandonné, syndicats, élus, militants, ils étaient près de 200 devant le Sénat pour dire non à la loi El Khomri. Je félicite le groupe communiste d'avoir pris l'initiative de déposer cette proposition de loi parce qu'elle envoie un message très clair. Nous n'avons pas renoncé et si je suis élu dans 100 jours, eh bien j'abrogerai cette loi. En séance, les sénateurs ont discuté cet après-midi une proposition de loi communiste qui propose l'abrogation du texte. Le texte a été rejeté, mais l'objectif des sénateurs communistes a été atteint, mettre le sujet au cœur de la campagne présidentielle. En France. Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint et déjà la grippe a fait 52 morts cet hiver. Il y a urgence dans les hôpitaux. Cette année, le virus est particulièrement virulent. Marisol Touraine appelle à la mobilisation. Une personne sur deux de plus de 65 ans qui va aux urgences pour la grippe doit être hospitalisée. Et il s'agit donc de garantir qu'il y aura des lits disponibles dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Première victime, les personnes âgées. Le gouvernement envisage de rendre le vaccin obligatoire pour les personnels soignants. Justice.
Ils encouraient 5 ans de prison, mais la cour d'appel d'Amiens a été plus clémente. Les salariés de Goodyear, poursuivis pour séquestration et violence en réunion, ont été condamnés à des peines de sursis allant jusqu'à 1 an. Un jugement loin de les satisfaire. Les 8 anciens salariés demandaient la relaxe. Ils vont se pourvoir en cassation. Plusieurs dizaines de militants CGT étaient présents devant le tribunal d'Amiens pour soutenir les anciens salariés. Et dans l'actualité, la première conférence de presse de Donald Trump, une prise de parole en pleine tempête autour de révélations supposées sur une vidéo compromettante, mais aussi des faits de cyberguerre de la part de la Russie. Nous allons en parler bien sûr et débattre plus largement de la politique économique du président élu, démondialisation, protectionnisme et emploi, un triptyque qui trouve de plus en plus un écho en Europe et en France. On en parle avec nos invités ce soir. Fabienne Keller, bonsoir, sénatrice Les Républicains et secrétaire nationale du parti Les Républicains. Avec nous également Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, économiste, membre des économistes atterrés et co-auteur du livre Introduction inquiète à la Macron-économie. À vos côtés, Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Coordonnateur politique du parti de gauche. Et nous accompagne également ce soir notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors madame, messieurs, avant de débattre de notre sujet sur la démondialisation et le protectionnisme, on va parler de cette conférence de presse assez inédite, en pleine tempête. Fabienne Keller et révélations supposées, restons prudents. Que vous a-t-elle inspiré, cette conférence de presse musclée déjà ? Alors nous découvrons ce président américain, événement, nomination après nomination, la première conférence de presse aujourd'hui, un nouvel événement. Nous sommes évidemment, nous en Europe, très inquiets. Il semblerait que la Russie ait eu accès à beaucoup d'informations très secrètes, très internes sur sa campagne. Donc voilà. Est-ce que vous découvrez vraiment le style Donald Trump ? On l'a connu pendant la campagne, il semble qu'il ne change pas. En tous les cas, la présidence ne va pas le changer apparemment. Alors c'est ça la surprise, parce qu'on pensait qu'il y avait un temps pour la campagne et un temps pour le président responsable. On découvre... Par exemple, ces actes de népotisme, quand il nomme des proches de sa famille à des fonctions d'État, c'est quelque chose d'inacceptable dans le pays qui est plutôt un pays de règles, de déontologie. Là, on découvre aussi qu'il aurait fait des choses pendant sa campagne tout à fait impossible dans une démocratie. Donc ça, c'est bien sûr une source d'inquiétude. Nous qui quand même vivons dans cet équilibre planétaire où les États-Unis sont un grand partenaire de l'Europe. Justement, Éric Coquerel, c'est un grand partenaire avec une période d'incertitude qui s'ouvre. C'est l'imprévu, même si, on va faire attention, les faits, notamment sur cette vidéo, ne sont absolument pas avérés pour le moment. Écoutez, moi ce que je crois, c'est que ça va nécessiter encore plus une politique radicalement indépendantiste de la France vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN, ce que nous demandons depuis longtemps. Et je pense que l'élection de Donald Trump va renforcer cette nécessité. On nous l'a vendu comme... il s'est vendu plutôt comme le candidat anti-système. C'est vrai de dire que son cabinet, c'est pas seulement ses proches, c'est que c'est des représentants de Goldman Sachs, des représentants des intérêts pétroliers. Et quand on voit son discours sur la question, le climato-sceptique, on va dire, on peut évidemment s'inquiéter. Et puis surtout, il va falloir suivre parce que manifestement, Donald Trump a choisi un nouvel adversaire pour les États-Unis d'Amérique, qui est la Chine. C'est on va parler du protectionnisme, mais sous ces déclarations protectionnistes, je rappelle que les Américains se protègent déjà depuis longtemps, mais c'est surtout la Chine qui est visée. Bon. Et très clairement, là, je crois qu'il y a une nouvelle orientation de la politique américaine qui peut être dangereuse. Je pense qu'elle était déjà dangereuse pour le monde, mais elle peut être encore plus dangereuse. Bon, quant aux Russes qui l'espionnaient, etc., évidemment, je ne défends pas la question d'espionnage, mais n'oublions pas qu'il y a quelque temps... Ils ne sont pas les seuls. On a révélé que les Américains, quand même, avaient été espionnés jusqu'à Merkel, jusqu'à la plupart des principaux dirigeants européens. Donc ça les m'étonne pas que les Russes espionnent, mais considérons que les Américains sont des maîtres dans l'art, quand même. Jean-Luc Gombaud, que vous inspire également cette première conférence de presse ? Alors, Mme Keller disait à l'instant, on pensait qu'il y avait 2 temps, le temps de la campagne. En fait, on pensait qu'il y en avait 3.
le temps des primaires, parce que ça se passe aussi pour nous en France, le temps de la primaire, et on s'est dit, tiens, les gens vont changer avec le temps de la campagne, et ça va changer encore avec le temps de la présidence. Alors là, aujourd'hui, en France, on s'interroge à savoir si M. Fillon va changer le temps de la primaire pour la campagne. On s'aperçoit que Trump n'a rien changé du tout, et il arrive comme président, il reste sur le ton de sa primaire. C'est-à-dire qu'en fait, il est constant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a bien marché pour lui et il continue comme ça. Et ce qui m'a frappé dans cette conférence de presse, indépendamment de tous ces dossiers que je ne connais pas, et comme personne je crois ici, c'est l'agressivité vis-à-vis des journalistes. C'est absolument incroyable. Le journaliste de CNN qui veut poser une question dit non, vous ne la poserez pas. Et il veut recommencer, dit je veux poser ma question, non. Et l'attaché de presse lui dit... il reproche à ce média d'avoir relayé justement les informations. Alors on se dit, vidéo. Mais pourquoi il est comme ça? Mais parce qu'on sous-estime en France le fait que la presse n'est pas aimée aux États-Unis. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'échos personnels qui me viennent des États-Unis où les gens la trouvent partisane, la trouvent anti-Trump. C'est-à-dire qu'ils gardent ce cap. Est-ce qu'on peut dire que pendant la campagne, elle l'a été? Oui, évidemment, elle l'a été. Sauf, évidemment, sa Fox News, etc. Mais je veux dire qu'il sait que c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il va continuer, en fait, sur la démagogie, s'appuyer sur ce qu'il y a de plus malsain, comme dans tous les peuples aux États-Unis, il s'appuie là-dessus et il sait que c'est là-dessus qu'il va gagner. Le problème, c'est de savoir, pour nous, s'il va pouvoir continuer longtemps de cette façon, s'il ne va pas finir par lasser. Ça va être sa grande question. Lasser, ou peut-être, mais ça on va être très prudent, s'il n'y a pas auparavant un incident, une procédure qui pourrait faire qu'il n'y ait pas une continuité dans son mandat. On verra tout cela. Thomas Parcher, même question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, frappé? Moi, on est plus surpris sur Trump. Enfin, tout le monde sait ce qu'il est, Trump. Il est raciste, il est climato-sceptique. Il l'avoue lui-même. Il ne croit pas au réchauffement climatique. Il est misogyne. On a vu des vidéos. Enfin, on le sait. Moi, ce qui me choque plutôt, c'est le comportement de certains industriels, y compris les nôtres, parmi les plus grands industriels français, qui s'affichent à côté de lui, qui sont contents de venir faire du business parce qu'on a baissé des taxes, des taxations, alors que c'est un homme qui est très peu fréquentable, même s'il vient des États-Unis, et on le sait très bien. Alors là, on nous raconte qu'il y a une vidéo... Peu fréquentable, mais élu. Bon. Oui. Enfin, on ne va pas choisir à la place des Américains. Oui. Je me demande s'il avait été élu, et si ça avait été un autre pays que les États-Unis, un pays émergent, ce que l'on aurait dit. Parce que là, il a été élu, au début tout le monde le critiquait, dès qu'il a été élu, tout le monde a dit, et les hommes politiques en premier chez nous, c'est notre ami, les États-Unis sont nos amis. C'est vrai, les États-Unis sont notre ami, mais lui, on sait ce qu'il est. Alors il peut y avoir d'autres révélations. On a déjà eu suffisamment de surprises, et suffisamment de surprises pour en dresser finalement un portrait, non? Alors bon, si, je sais pas moi, si un grand chef d'entreprise s'était affiché avec un homme politique tenant les mêmes principes, mais venant par exemple d'Argentine, je pense que tout le monde aurait dit c'est un scandale. Et là, aujourd'hui, on dit... Vous voulez dire qu'on épargne un peu la démocratie américaine parce que c'est les États-Unis, et que c'était le même personnage ailleurs, on serait tombé à bras raccourcis? On l'épargne pas tellement, on a l'impression. Vous avez quand même... Non, on l'épargne pas, mais vous avez eu quand même... Enfin, je veux pas encore... Vous avez quand même des industriels qui s'affichent à côté de lui, dont des Français, sans honte. Oui, parce qu'il va falloir nouer des relations avec les Américains. Le partenariat est l'une des questions, notamment, ça va être la politique économique. On va en venir justement au cœur de notre débat. La politique économique de Trump qui est basée sur un triptyque, démondialisation, protection et emploi. Une association de mots et de concepts qui plaît à de nombreux responsables en Europe et en France. On voit tout cela avec Jérôme Rabier, on en parle juste après. Faire revenir des emplois aux États-Unis, c'est une promesse de campagne que Donald Trump compte tenir. Pour cela, il menace les constructeurs automobiles installés au Mexique de les taxer s'ils ne fabriquent pas sur le sol américain. Et les constructeurs ont obtempéré, de quoi réjouir le futur président. J'ai été très actif de manière économique pour le pays, à œuvrer vraiment pour le pays. De nombreuses entreprises, des fabricants d'automobiles vont revenir dans le pays. Une menace qui fonctionne et qui semble inspirer les politiques français. En premier lieu, Marine Le Pen qui s'est réjouie de cette victoire du protectionnisme. La volonté paie. J'en veux pour preuve ce qu'a obtenu Donald Trump. Le protectionnisme fonctionne donc lorsqu'il est porté par une volonté et que le pays dispose de sa souveraineté économique. Ancien chantre de la démondialisation, Arnaud Montebourg revendique lui la paternité de cette politique de la menace sur les entreprises. Je vois que Donald Trump reprend mes thèmes. Il dit maintenant ça c'est pas possible, il y aura des mesures de rétorsion.
parce que c'est un rapport de force entre la politique et l'économie. Le protectionnisme n'est donc plus un gros mot en politique et les candidats s'y convertissent, tentant de surfer sur la victoire du Brexit et de Donald Trump aux États-Unis. Voilà, c'est le nouveau mot, pas tellement nouveau, puisqu'Arnaud Montebourg, comme il l'a rappelé, l'évoque depuis quelques années déjà, qui est désormais en tout cas employé à toutes les sauces. Avant d'en débattre, Jean-Louis Gombault, un point, analyse, précision. Quelle définition donne-t-on à la démondialisation ? Mais il n'y en a pas. Merci. C'est une espèce de... C'est une idée. En fait, c'est une idée. C'est une idée, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec la mondialisation, en tout cas telle qu'elle est. Et alors, évidemment, généralement... on s'appuie sur un certain nombre de statistiques depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans. On voit effectivement que le commerce mondial n'augmente plus au rythme des années précédentes, de l'ordre de 2% par an. Il n'augmente surtout pas plus vite que la production mondiale. C'est quand même très étonnant par rapport à ce qui s'est passé les dernières décennies. Et on dit, vous voyez, le processus de démondialisation est commencé. Mais si on regarde derrière les chiffres, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué, on va en débattre, mais je dirais que le principe même de démondialisation n'a pas de définition admise de manière scientifique. C'est un thème politique. Eh bien justement, et il concerne les responsables politiques ici présents, Fabienne Keller, Éric Coquerel. Donald Trump a donc fait de la démondialisation l'axe central de sa campagne. Éric Coquerel, il n'a eu de cesse de dénoncer les effets de la globalisation et on a vu ses premiers actes et ses premiers tweets sur ce sujet. On voit que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en désaccord avec lui. Non, mais bon, si on aborde le débat par le fait d'avoir Trump, puis d'avoir Le Pen, et dire qu'à partir du moment où on s'oppose, ce que nous faisons depuis des années, à la mondialisation capitaliste, c'est nous qui sommes d'accord avec eux, on voit bien que c'est un peu biaisé. Bon, d'abord, prenons Trump. Ça ne pas savoir qui est le premier à l'avoir dit. Non, mais prenons Trump. Le protectionnisme américain, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est un pays qui protège son économie. D'accord ? Donc Trump, finalement, continue dans une voie qui existe. Je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, il l'oriente différemment par rapport à sa politique internationale, c'est-à-dire que là, il s'en prend aux Chinois et aux Mexicains. Mais il y a toujours eu du protectionnisme, bien américain. Il va en venir à l'Europe. Non, il y a toujours eu du protectionnisme. Deuxième chose que ne dit pas votre reportage, c'est qu'il propose, il demande aux entreprises automobiles, on verra d'ailleurs si c'est suivi des faits, de revenir aux États-Unis ou de ne pas partir. Mais en même temps, il baisse les impôts, il baisse les taxes. Ça veut dire une chose, c'est que la question du prix du travail, parce que la mondialisation, c'est toujours baisser le prix du travail, d'accord, en favorisant finalement l'idée qu'on va faire des profits par la concurrence et que tout ça va finir par enrichir tout le monde. Bon, ça fait 30 ans qu'on nous sort ça, ça ne marche pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? On va voir les résultats. Mais si vous payez moins d'impôts, si vous payez moins de taxes, si vous dérégulez, il y aura moins, par exemple, il n'y aura plus le Babacar. Il l'a dit d'ailleurs, bien sûr. Donc cette question-là, en réalité, si... faut faire revenir des entreprises, et ça, c'est pas ce que nous proposons. Donc, il y a bien différentes sortes de protectionnisme. Là, le chantage, c'est leur dire, vous inquiétez pas, vous ne paierez plus d'impôts. Oui, mais pardonnez-moi, comment vous faites revenir ces emplois dans le pays en vous disant, s'il vous plaît, revenez ? Comment ? Non, ça, je suis d'accord pour dire qu'il faut des mesures contraignantes. Mais d'abord, comme on l'a abordé vis-à-vis de Trump, je suis obligé de répondre. Mais partons de qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? Attendez, répondez-moi comment vous faites en sorte... je vais vous répondre, Sonia. Mais la question a été posée. La démondialisation, qu'est-ce que c'est ? Mais la mondialisation aussi, qu'est-ce que c'est ? C'est une politique. Ce n'est pas un droit naturel. C'est l'idée qu'à un moment donné, le libre-échange des marchandises, des services et des capitaux va permettre quelque part l'enrichissement de tout le monde. Bien, adossé à une politique de l'offre qui est la baisse des prix, tout ça au service de profit. Ça, on a bien compris. Merci de poser le débat. D'accord. Donc le bilan, c'est quoi ? On a le bilan. D'accord, le bilan, c'est du dumping généralisé, du nivellement par le bas. Non mais attendez, et écologiquement, c'est catastrophique. Si vous faites un cours sur la mondialisation. Non mais oui, parce que si vous me dites le protectionnisme, c'est quoi ? Je vois juste vous montrer que c'est une opposition à un système qui ne marche pas. Je vous demande en quoi, attendez Fabienne Keller, réagissez, en quoi la méthode de Donald Trump n'est pas la bonne ? En termes de protectionnisme, nous, ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, il faut des mesures protectionnistes. D'accord ? Mais que le protectionnisme, d'abord, c'est pas la fin de la coopération. Au contraire, c'est la fin de la compétition. Il y a des accords qui peuvent être faits avec des pays. Voilà. Ça, c'est votre vision. Voilà, c'est des taxations sociales et écologiques. On va passer un peu la parole. Et c'est le fait de permettre justement que ceux qui en bénéficient soient les travailleurs de chaque pays. Ce slogan que je vais résumer, peut-être c'est un peu caricatural, en disant « je vais rapatrier l'emploi », c'est ce que dit Donald Trump. Il sonne à l'oreille de nombreux citoyens américains, français, européens. Oui, il répond aux populations qui ont voté pour lui, qui sont plutôt du cœur historique des États-Unis, pas des deux côtes, Atlantique et Pacifique, donc des zones très industrielles, très liées à l'automobile. On voit la place très très centrale dans ces propositions de l'automobile.
Et il répond aussi, on l'a oublié, à sa proposition de grand mur sur le Mexique qui ne marche pas. Donc symboliquement, la première usine, c'est une Ford qui revient. C'est une usine qui devait s'implanter au Mexique. Alors pour ça, il fallait des leviers. Le levier, c'est effectivement la baisse de fiscalité et puis l'injonction aussi du nouveau président. C'est assez démagogique parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le reste de l'industrie. L'industrie plus génératrice de valeur ajoutée et créatrice d'emplois. Mais pour les citoyens américains qui voient, par exemple, qu'une usine peut revenir, est-ce qu'ils considèrent cela comme démagogique, vraiment? Je complète, je confirme, ça répond à une aspiration qui est de retrouver une forme de fierté. Aux États-Unis, l'industrie automobile, c'est très central dans le rêve américain. Et ça répond à une inquiétude de cette ouverture au monde entier qui est très présente aux US, mais comme en Europe. Et ça, je crois qu'il faut que nous l'entendions. La mondialisation, elle a plein de facettes. Internet formidable, échanger des infos, les chercheurs qui travaillent ensemble depuis plusieurs décennies, c'est génial. Mais cette mondialisation qui est le sentiment d'une exposition à une concurrence qui n'est pas sur des bases loyales, j'ai envie de dire, mais sur des bases de dumping social, de pollution plus importante ou tolérée dans d'autres États, n'est pas acceptable. Exemple de la pollution, les bons mécanismes ne sont pas des mécanismes de fermeture des frontières, mais des mécanismes de compensation aux frontières pour les pays qui n'appliquent pas des règles aussi favorables. Sur la question du rapatriement d'une partie de l'économie, je crois qu'il faut aussi que nous entendions l'aspiration des populations à retrouver une industrie qui permet de salarier des personnes peu qualifiées qui aujourd'hui en France je vais vous laisser réagir. Je voudrais juste qu'on écoute justement le président élu Donald Trump sur ce sujet. L'emploi, je pense que c'est une phrase qui restera. On l'écoute. On va créer des emplois. J'ai dit que je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Et c'est vrai, je vais travailler très dur là-dessus. Que Dieu Thomas Parcher, voilà, le plus grand créateur d'emplois que peu. Dieu n'en a créé que 2. Merci Jean-Luc Gombault. Bon, c'est une phrase qui claque, mais au-delà des slogans, au-delà des phrases, sur ce protectionnisme et cette démondialisation, quel est le regard de l'économiste ? Moi, comme vous l'avez dit, les États-Unis ont toujours été protectionnistes. 78% des Américains disent qu'ils préfèrent acheter un produit américain et 80% sont prêts à payer plus cher. En 1994, il y a eu un label, qui est une loi. Toutes les voitures qui sont vendues doivent avoir un label indiquant le pourcentage de production venant des États-Unis. Donc, malgré tout, ils sont quand même depuis très longtemps attachés au Made in America. Mais ce qui est intéressant, c'est que les constructeurs qui demandent de rapatrier, c'est des constructeurs qui ont été dans des situations de difficulté, par exemple en 2009, et qui ont demandé de l'argent à qui? Pas aux Mexicains, pas aux Chinois, mais à l'État américain. L'État américain a déboursé 57 milliards, donc le contribuable américain, pour renflouer General Motors. Donc ils sont redevables? Mais bien sûr, ils sont redevables. C'est là que, quand on leur prête, il faut qu'on mette justement en place des mécanismes. En France, nos constructeurs automobiles, 80% des voitures qui sont construites en France viennent de 2 constructeurs automobiles, PSA et Renault. Et les 2 ont touché 6 milliards de l'État français quand c'était la crise. Et des mécanismes, la prime à la casse pour les aider. Alors après, on ne peut pas leur permettre de fermer des usines pour aller ailleurs. Enfin, vous voyez, on ne peut pas renflouer quand ça va mal, et puis après, quand ça va bien, dire non, vous faites ce que vous voulez. Donc il y a une sorte de contrat donnant-donnant, tacite. Voilà. Alors, le protectionnisme, ce n'est pas la fermeture complète des frontières, mais entre le protectionnisme et le libre-échange absolu, la libre circulation des biens et des services, vous avez 50 nuances de possibilités que j'appelle, moi, la politique commerciale, la politique industrielle. Mais parce que pour autant, quel est votre regard, Jean-Luc Gombault et Éric Coquerel, est-ce que la relocalisation, c'est simple comme un tweet? Parce qu'après Ford et General Motors, c'est Toyota qui a donc subi les foudres du président élu. On a l'impression que c'est assez simple comme procédure. Je pense que c'est assez simple, oui. Ça ne se passe pas en un mois, mais c'est assez simple. Et c'est d'ailleurs aussi... Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs... Je voulais revenir sur la question écologique, parce que, on parle de la protection sociale, mais s'il y avait une raison majeure pour laquelle il faut relocaliser, c'est la question de l'écologie. Soit on prend au sérieux les problématiques de climat, et dans ces cas-là, c'est impossible de continuer comme ça, à avoir un déménagement du monde, à importer des marchandises. Revenons quand même à l'emploi. Non, excusez-moi, l'emploi aussi, ça a à voir. Si vous faites une transition énergétique en France avec un développement des énergies renouvelables, non seulement vous agissez sur la paix parce que vous faites en sorte que la France n'ait pas les mêmes préoccupations que ses adversaires par rapport aux zones où il y a du pétrole et autres, mais en plus de ça, vous agissez pour l'écologie. Mais en quoi, dites-nous, selon vous, un responsable politique peut dicter sa volonté à des géants industriels? Ça, c'est facile. C'est facile, comment? Bien sûr que oui. Vous réinstituez le fait, par exemple, qu'il y ait des barrières douanières, bien évidemment.
Bien évidemment. C'est en ça que je veux dire qu'on parlait de démondialisation, mondialisation tout à l'heure. Les deux sont une politique. L'idée qu'à un moment donné, on va imposer un libre-échange financier, c'est une politique. Et je vais vous donner un très bon exemple pour le comprendre. Là, on est en train de parler du libre-échange. On parle des Américains, moi je vous dis, ça fait un bout de temps qu'ils protègent, comme les Chinois et autres. Mais il y a un espace dans le monde qui est un espace de libre-échange total, sans aucune harmonisation sociale et fiscale. C'est l'Union européenne. Et c'est ça le problème dont nous pâtissons, avec une délocalisation sur 2 qui se passe dans l'Union européenne. Et vous parliez, on parlait des productions automobiles françaises, mais c'est un des soucis que nous avons. Donc, je vous dis très clairement, par exemple, lutter contre la démondialisation, revenir à une politique qui permet aussi justement d'investir, par exemple, sur les éoliennes, si on arrête, en arrêtant de faire en sorte de vendre peu à peu nos filières industrielles dans ce sujet. C'est aussi rompre avec les traités actuels, ça me semble indispensable. Alors, je rappelle à monsieur Coquerel que les règles environnementales sont des règles européennes, donc il n'y a pas de délocalisation à l'intérieur de l'Europe qui aurait un effet d'aggravation de la pollution. Vous savez qu'il y a le droit à polluer. Vous savez qu'il y a le droit à polluer. Oui, c'est ça les règles européennes. On paye le marché carbone, c'est le droit à polluer. Et en général, la reconstruction d'une nouvelle usine se traduit par plutôt moins d'émissions. Donc ne créons pas de confusion. Il est vrai, je crois que c'est intéressant dans le débat, que les États-Unis sont historiquement un pays très protecteur, parce que c'est un continent, rappelons-le, c'est un très très grand pays, que peut-être il y a un certain nombre de mesures de protection du marché intérieur qui sont précieuses pour protéger une industrie, notamment, on ne l'a pas évoqué du tout, si l'État a une stratégie industrielle. On a oublié les stratégies des années 60 et 70, où il y a un volontarisme. Moi, j'aime beaucoup le ferroviaire. C'est un domaine où la commande publique est très importante. Et là, on peut porter une vraie volonté de sauvegarder les emplois et d'avoir des exigences, assez logiquement, de production au moins européenne. Mais il faut avoir une vision de moyen et long terme. Dont on manque souvent, notamment en France. Absolument. Donc, il faut un certain niveau de protection, mais ne revenons pas non plus à ce qui pourrait être une régression. C'est-à-dire chaque État du monde se repliant sur ses ressources et ses frontières. Je rappelle que ça a été à l'origine des derniers grands conflits mondiaux. Donc, de l'ouverture raisonnée, chacun essayant de construire politiquement un équilibre entre une protection des emplois, des compétences et des volontés stratégiques. C'est malléable, chacun l'adapte à ses propres intérêts. Il faut être réaliste. Peut-être sommes-nous allés trop loin quand, par exemple, il y a une dizaine d'années, nous avons fait disparaître toutes les barrières douanières avec la Chine. Donc c'est assez paradoxal. Quand on importe de Chine des composants électroniques, on ne leur fait payer aucun droit de douane. Quand on exporte des produits européens vers la Chine, ils payent des droits de douane et il y a aussi des obstacles non douaniers, c'est-à-dire des procédures, d'autres méthodes qui ralentissent les importations. Donc il faut être pragmatique, mais avoir une vision sur l'industrie qu'on souhaite préserver et encourager dans son ensemble qui pour nous est européen. Alors, sur la question de comment on fait revenir des emplois, ça c'est intéressant sur cette question-là. Regardez, notre ministre de l'économie, M. Sapin, il va aux États-Unis, il se prend en photo dans une Tesla, voiture américaine, et qu'est-ce qu'il dit? On va être attractif en France, amener Tesla en Alsace. C'est hallucinant ça. Nous avons 2 grands constructeurs français, plutôt que de les mettre autour d'une table et de leur dire écoutez les amis, ce qui se passe aux États-Unis est hallucinant avec Tesla. Il faut absolument qu'on ait un concurrent pour pas qu'on se retrouve dans la situation d'Internet et de Google et de Facebook, où on devienne une colonie des États-Unis, et que là il leur dit orientez-vous vers ce type de production, on va vous garantir justement des subventions directes ou indirectes, parce que les entreprises d'Elon Musk, Tesla, SpaceX et SolarCity ont reçu 4,9 milliards de subventions directes et indirectes de l'État américain. Donc on va leur créer des bornes, etc., pour qu'ils puissent écouler leurs produits et de la commande publique. Pourquoi notre ministre de l'économie se comporte comme un pays émergent en disant venez chez nous, plutôt que de dire aux industriels faites la future voiture et faites des emplois ici, parce que ça c'est des emplois qualifiés, c'est de la haute technologie. Vous comprenez? Oui, c'est ça, bien. Ça c'est intéressant, je comprends bien, mais merci d'insister. Je vais vous laisser réagir. Oui, on va écouter, mais justement, puisque vous en parlez, Michel Sapin, mais également le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui parle, alors ce ne sont pas les mêmes mots de démondialisation et de protectionnisme, mais il en a été question lors de son discours de politique générale. On l'écoute. L'Europe, enfin, doit défendre ses intérêts dans la mondialisation. Je crois, comme beaucoup d'entre vous, à l'Europe ouverte. Mais je refuse l'Europe offerte. Les accords commerciaux doivent garantir la loyauté des échanges,
la réciprocité dans l'accès aux marchés publics, la prise en compte des normes sociales et environnementales. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons clairement dit non au traité transatlantique et c'est aussi pour cela que nous avons accepté l'accord avec le Canada qui a fait droit à toutes nos demandes. Jean-Luc Gombault, une Europe ouverte mais pas offerte. Voilà la définition du protectionnisme version gouvernement français. Que faut-il en penser? C'est joli, ça rime. Oui, mais concrètement, ça donne quoi? Oui, mais à quoi ça rime exactement? Parce que, en fait, les États-Unis, c'est 500 milliards de déficit commercial. Donc ils se protègent. Mais il y a un déficit abyssal américain. L'Europe a un excédent commercial. Donc on vient nous dire Europe ouverte, je sais pas quoi. Mais l'Europe a un excédent. Évidemment, nous on regarde notre déficit français qui est considérable, mais l'Allemagne, l'Italie, pratiquement tous les pays européens sont excédentaires. Donc de quoi parle-t-on exactement? L'Amérique est déficitaire. Donc c'est quand même c'est ça la base quand même du processus, dont à peu près la moitié viennent notamment de la Chine. Et alors, ce pauvre Mexique, parce qu'il a fait ça pour Ford au Mexique, mais il n'a rien dit sur la Chine pour le moment. Il a dit des choses, je vais mettre 45% de droits de douane. Je constate d'ailleurs tout de suite que ça existe déjà. Obama a imposé des droits de douane sur les pneumatiques chinois, les calculs ont été faits. En réalité, ça a coûté très cher aux Américains compte tenu de l'augmentation des prix des pneus qui continuaient à importer en Chine. Ce qui fait que la forme que propose Mme Le Pen, c'est-à-dire le protectionnisme intelligent, ça n'existe pas. En revanche, c'est vrai que dans le protectionnisme, on met tout et n'importe quoi. Par exemple, c'est vrai, le protectionnisme a commencé avec Roosevelt en 1933, qui a inventé ce qu'on appelle le Buy American Act, dont nous voulons nous inspirer aujourd'hui. Ça, c'était une mesure de protectionnisme qu'il a fait sur les marchés publics en 1933 pour lutter contre la crise. Maintenant, qu'est-ce que veut faire M. Trump sur le Mexique? Le Mexique a un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis de 7 milliards de dollars par an, ce qui est vraiment sur les 500 milliards de déficit est une goutte d'eau. Il va empêcher les entreprises américaines d'investir au Mexique. Et qu'est-ce qui va se passer au Mexique? Mais ils vont sauter par-dessus le mur. C'est ça qui va se passer. Si vraiment on ne veut pas que les Américains sortent et si on veut taxer les importations mexicaines aux États-Unis qui ne pourront donc plus vendre, eh bien il y aura un problème migratoire aux États-Unis massif qui met son mur ou pas son mur. Donc en réalité, on est devant une situation, ce que je veux dire, extrêmement compliqué. C'est vrai que c'est très... Nous ne sommes pas du tout dans la même situation de la crise de 29, Buy American Act de Roosevelt, pas du tout, du tout. Le Buy American Act existe encore. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais il a été inventé, c'est ça que je veux dire, il a été à l'occasion d'une crise, parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise. Donc on cherche des moyens... Donc aujourd'hui, vous nous dites que c'est un concept très délicat à manier avec beaucoup de précautions. C'est un concept contradictoire, il y a tout et n'importe quoi dans le protectionnisme, D'où la question, il y a tout et n'importe quoi dans la mondialisation, et donc il faut faire le tri dans tout ça. Beaucoup de candidats qui en parlent. Je cite tous les candidats qui en parlent. Il y a bien sûr Jean-Luc Mélenchon, il y a Marine Le Pen qui interprète le succès de Donald Trump comme le signe annonciateur, dit-elle, de la fin de la mondialisation. Arnaud Montebourg, on l'a écouté tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, quelle est pour votre candidat la différence fondamentale? Quel est le protectionnisme versus Mélenchon? Protectionnisme versus Mélenchon, c'est qu'on ne se contente pas seulement de dire qu'il faut produire français. Voilà, par exemple. On adosse ça en même temps à une autre politique qui est le fait, par exemple, qu'il faut rompre aussi avec la politique de l'offre. C'est-à-dire que si on produit français, mais qu'on fait toujours payer au travail le fait de restaurer des marges de bénéficiaires qui sont historiques, qui sont à 2 chiffres. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du capitalisme, c'est bien un des problèmes. Eh bien, les affaires, on aura peut-être un capitalisme national, mais qui ne changera pas fondamentalement les choses. Si on produit français, mais qu'on n'a pas, et je suis d'accord, j'entends avec plaisir qu'il y a des revirements, enfin je ne parle pas forcément de vous, Fabienne Keller, mais de votre famille politique. Si on produit français, mais qu'on n'a pas une politique industrielle française au service d'ambition d'intérêt général, je le disais par exemple tout à l'heure, la transition énergétique sur l'énergie renouvelable, le fait que par exemple c'est normal de fabriquer de l'acier en France et que c'est écologiquement irresponsable de l'importer quand on voit le poids de l'acier, le fait par exemple d'avoir une politique de souveraineté agricole qui n'est pas seulement d'ailleurs valable pour la France, qui est surtout valable pour les pays du Sud. Bon,
donc ça doit être aussi une politique au service de l'intérêt général. Mais je voudrais vous donner quand même un exemple du protectionnisme qui marche très bien. Avant le protectionnisme. Non, les deux sont alliés en même temps. Et une chose que je voudrais les réagir quand j'entends Cazeneuve, parce que c'est vraiment l'idée de dire faisons ce que nous n'avons pas fait. Enfin, ils ont signé des traités de l'Union européenne, d'accord, et tous ces traités ne sont pas juste des feuilles de papier. Tous les articles, je ne vais pas vous ennuyer à vous les lire, mais tous les articles instituent obligatoirement le libre-échange et empêchent toute harmonisation sociale et fiscale. Vous vous rendez compte qu'on est dans un espace où on organise une concurrence qui est absolument déloyale. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Soit on réagit... Excusez-moi. Soit on réagit de manière intelligente et en termes de coopération... Débat, oui. Soit justement, sinon c'est le discours du Front National, je vous dis en quoi il est différent, c'est que pour lui l'adversaire c'est l'étranger, c'est l'immigré avant tout, et c'est tout ce qui, j'allais dire, est dans une vision qui pour le coup n'est pas une vision de coopération. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Fabienne Keller ? Parce qu'il est faux de dire qu'il existe des textes qui empêcheraient l'harmonisation fiscale et sociale. Il n'y a pas... Fabienne, j'ai les articles. Excusez-moi. Je ne sais pas tout. Du traité européen. Enfin, les traités ne l'empêchent pas, mais nécessitent des conditions qui sont difficiles. C'est pas la même chose. Nécessite pour l'harmonisation fiscale, par exemple, l'unanimité. C'est possible, mais c'est évidemment difficile à construire. Et d'ailleurs, il y a des travaux, d'ailleurs au Sénat ici, on en fait, qui vont dans ce sens. On se rend bien compte que cette compétition intra-européenne n'a pas de sens. Fabienne Keller, il y a même un article qui explique, alors non seulement le libre-échange total, je vous parle du traité européen, interdiction des aides d'État aux entreprises, qui fait que, par exemple, les accords de coopération... C'est un peu vague, là, parce que... c'est-à-dire que, je vous passe les détails. Oui, mais alors justement... Dans les traités européens, il y a la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, la réduction des barrières douanières. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux doivent être interdites. Interdiction des droits de douane et toute taxe d'effet équivalent. Et interdiction des aides d'État aux entreprises en vertu du droit à la concurrence. Qui fait que, par exemple... Un des exemples qu'on nous sert sans arrêt comme étant un des exemples de la coopération européenne, je parle d'aérospatiale. Ce n'est pas un résultat. Vous n'êtes pas d'accord quasiment sur le fait avant d'en tirer les conséquences. Nous savons bien qu'il y a un ensemble d'aides d'État, qu'il y a une réglementation européenne à ce sujet et qu'elles sont soumises à agrément européen. Par exemple, c'est pour ça que vous votez les paquets. Fabienne Keller, Éric Coquerel, pardonnez-moi. Jean-Luc Gombault, quand on parle plus concrètement, pardonnez-moi, de mondialisation, de démondialisation, ce qu'il faut constater, et ça doit être le sentiment des citoyens américains qui ont voté pour Donald Trump, c'est que, et c'est pas un sentiment, c'est une réalité, la mondialisation pour eux a ravagé quand même des territoires américains et la plupart du temps dans l'indifférence générale. Là, nous en parlons, mais pendant plusieurs années, on n'en a pas parlé et beaucoup ont subi cela de plein fouet. Alors quand même, Obama, c'est 15 millions d'emplois créés sur les dizaines d'années, dont 800 000 emplois industriels. Il a créé ça. Je veux dire, les États-Unis ont des graves difficultés, bien entendu, des difficultés extrêmement sérieuses, mais en réalité, vous regardez le taux de chômage. Alors, je sais bien que ce n'est pas des bons emplois, c'est tout ce qu'on veut, etc. Je suis d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est que le taux de chômage, quand il est arrivé, il était à 10%, Obama. Il est maintenant à 5-6%. Donc, il y a eu... Et c'était les mêmes types d'emplois. D'abord parce qu'ils ont fait marcher la planche à billets, quand nous, on pourrait réagir à la crise de subprime, nous avons une politique monétariste. La BCE, la planche à billets, elle l'a fait fonctionner. Trop tard. Peut-être trop tard, mais enfin, Francfort, seulement aux banques et pas seulement à l'État. C'est un distributeur automatique de billets, vous appuyez. Elle propose de l'argent que les banques ne prennent pas, c'est pas prêté directement aux États. C'est autre chose. C'est très différent de la politique fédérale américaine ou de la politique du Japon. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un déficit important aux États-Unis, ce qui montre d'ailleurs qu'il peut y avoir du déficit et de la création d'emplois, ce qui renvoie la question de la dette à un débat qui, ça serait une autre histoire. Mais ce que vous dites là, c'est qu'à un moment donné, pourquoi il y a eu création d'emplois aux États-Unis, c'est qu'ils ont laissé filer les déficits. En tous les cas, il y a création d'emplois. Ils ont fait une politique monétariste. Le raisonnement de Jean-Luc Gombault, s'il vous plaît. Vous étendez parce que c'est vrai. Ce que vous dites est vrai, mais ça pose toute une cascade d'autres... Non, bien sûr, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on peut redescendre et revenir à ceux qui subissent de plein fouet, ceux qui l'ont subi, parce qu'il n'y a pas que des effets heureux à la mondialisation. Ce qu'ils ont subi, ce n'est pas le chômage, c'est les mauvais emplois. C'est ça le problème, ce qu'ils appellent les mauvais emplois. Et c'est surtout ça sur lequel insiste Donald Trump et sur lequel nous devons prêter l'attention nous-mêmes ici. C'est-à-dire que croire qu'on va résoudre la question du chômage avec des mauvais emplois, et que c'est, à mon avis, tout à fait une fausse piste. C'est
ça le problème. On crée des emplois aux États-Unis, incroyable. Les chiffres sont absolument parlants, mais effectivement, les gens ne sont pas contents et ils ont des mauvais emplois parce qu'il faut qu'ils résistent à la concurrence chinoise, qui est évidemment extrêmement importante chez eux. Et ils ont un gros problème parce que sur la consommation d'un Américain moyen, il n'y a que 15% de produits américains. Et évidemment, il peut accéder à ces marchandises-là parce qu'elles sont bon marché, parce qu'elles viennent de mauvais emplois. Et ça. Donc on est dans un cercle qui est très complexe à sortir. Je voudrais simplement dire en une phrase, la délocalisation, la relocalisation a déjà commencé. Et c'est l'une des causes de la faiblesse du commerce international. C'est-à-dire que les gens, les entreprises reviennent chez elles. On va vous laisser conclure. Oui. Elle a notamment, cette relocalisation s'opère notamment dans les industries où la richesse en emploi est plus basse. C'est un des paradoxes. Parce que l'investissement se substituant à l'emploi, notre différence de compétitivité est moins flagrante. Pardonnez-moi, mais je voudrais juste tout à l'heure dire que l'harmonisation fiscale et sociale, elle est possible. Elle est d'ailleurs en marche en Europe. Nous verrons. Elle manque d'une volonté politique. Comme d'habitude. Et elle est indispensable parce qu'il faut être harmonisé en Europe. Pour conclure ce sujet. La mondialisation, c'est un conflit d'intérêts. Aux États-Unis, ça a été un conflit d'intérêts entre les classes modestes et les classes riches qui ont profité de la mondialisation. Le chômage a baissé. D'où l'élection de Donald Trump. Le chômage a baissé, mais l'aide alimentaire a énormément explosé alors qu'il y avait une corrélation très forte avant qu'Obama arrive. Et pareil pour le Mexique, plaçons-nous du côté du Mexique. Moi, si je conseillais le président du Mexique, je lui dirais, regarde aujourd'hui, ton industrie automobile, c'est quoi? C'est les Américains. Tu n'as pas créé ta marque automobile. Pourquoi? Parce que tu as ouvert tes frontières, alors que la Corée du Sud a fermé ses frontières, elle a créé Hyundai, tout le monde a rigolé au début, et aujourd'hui Hyundai est un grand constructeur. Donc si à un moment on veut construire son industrie, on est obligé de fermer des frontières. Merci à vous, merci pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission sur un match à distance à présent. François Fillon versus Emmanuel Macron. Les deux candidats proposent de changer la France et notre société, mais à chacun sa méthode. La radicalité revendiquée pour Fillon, la révolution démocratique pour Macron et au final, est-ce deux visages du libéralisme? Eh bien, c'est le thème du match des idées qui opposera dans quelques instants Christophe Castaner, soutien d'Emmanuel Macron, à Olivier Babot, porte-parole de la Fondation Concorde. À tout de suite. On vous attend. Public Sénat vous donne rendez-vous pour une grande soirée autour du premier débat de la primaire de la gauche. Sonia Mabrouk, Delphine Girard et Michael Zamès vous feront vivre les coulisses de l'événement et le débat en direct et en intégralité. Le premier débat de la primaire de la gauche, jeudi dès 19h30 en direct sur Public Sénat. Le jour où il y aura plus de pétrole, plus de charbon et peut-être plus de nucléaire, on n'évitera pas les énergies de remplacement naturelles. Le soleil, les chutes d'eau, le géothermique, l'énergie du vent, qui viendront prendre le relais. Cette enquête commence en 2011. Censés produire du courant, ces capteurs solaires n'ont jamais fourni le moindre watt. Le gouvernement français vient de geler pour plusieurs mois toutes les installations photovoltaïques. C'est lié au lobby nucléaire, évidemment. C'est lui qui fait les lois. La France est en surcapacité d'au moins 7 ou 8 réacteurs, donc il faut absorber cette électricité. Et par voie de conséquence, il est évident qu'il ne faut pas de concurrence. Les voleurs de feu, samedi à 22h sur Public Sénat. Demain, dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires, François de Rugy, candidat à la primaire de la gauche, et l'invité de Cyril Viguier. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent de cette question. Radicalité ou révolution? Comment changer ou faire évoluer la société? François Fillon et Emmanuel Macron, chacun leur conception. Le premier revendique et assume sa radicalité. Le second met en avant une révolution démocratique basée, dit-il, sur l'optimisme de la volonté. Deux visions dont on va débattre avec nos invités. Christophe Castaner, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste, soutien actif du candidat Emmanuel Macron. Et avec nous, face à vous, Olivier Babot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la Fondation Concorde, également professeur à l'Université de Bordeaux. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va simplement regarder bien les deux styles, les deux conceptions, Emmanuel Macron, François Fillon, avec Cécile Sixou. Il est le phénomène médiatique de cette campagne présidentielle. Emmanuel Macron bouscule tous les codes de la politique. Hors primaire, hors parti, l'ancien ministre de l'économie sait faire le show
Meeting bondé, il s'exprime sans notes et n'hésite pas à hausser le ton. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. François Fillon, lui, est aux antipodes de son adversaire. Pas très adepte des bains de foule médiatique, il assume ne pas être le candidat de la presse. Et pas question de céder à son rythme, c'est lui qui donne le tempo et il le veut radical. Ces dernières semaines, certains d'entre vous ont, paraît-il, regretté ma discrétion médiatique. Ça me touche. Mais j'ai mon agenda et personne ne me dictera mon calendrier. Pour son projet aussi, c'est lui qui décide. Ce sera comme ça et pas autrement, quitte à faire grincer des dents certains de ses amis politiques. Le candidat Les Républicains ne compte pas revoir sa copie. Je vais m'expliquer, je vais préciser mes objectifs, mais il n'y aura pas de zigzag. C'est pas en biaisant qu'on convainc et qu'on va relancer la nation. La sincérité et la cohérence sont à mes yeux les meilleures armes de la victoire et de l'action. Au contraire, Emmanuel Macron compte bien faire sa révolution. C'est en tout cas le titre de son livre au programme, à la fois libéral et social, des propositions à son image, ni de droite ni de gauche. Voilà, et deux hommes, deux candidats qui s'opposent sur le style et sur le fond. Tous deux proposent un vrai changement, mais chacun a sa méthode et ses mots. Christophe Castaner, on dit et on lit que ce sont deux faux frères en libéralisme, qu'il y aurait un libéralisme au sourcil broussailleux et un libéralisme au sourire angélique. D'abord, c'est quoi le libéralisme? C'est le vrai sujet. Et on voit bien que Fillon est dans une approche... Non, mais dont on sait qu'il est perçu de façon négative. Et pour Emmanuel Macron, qui revendique d'être un libéral, et moi aussi, d'abord, c'est un libéralisme sociétal. C'est la façon dont on vit le rapport à la société. Mais c'est aussi un libéralisme économique. On voit bien que chez Fillon, on est dans un libéralisme économique qui est construit sur la nostalgie, le c'était mieux avant, le modèle Thatcher des années 80. Et donc qui, du coup, veut punir. Il propose une série de purges économiques. Donc très clairement, Emmanuel utilise l'idée même du libéralisme, mais comme une méthode de travail, comme une méthode de régulation. Et en même temps, il y a de vraies différences entre les candidats, notamment sur la politique de l'offre. On va en parler, restons sur le libéralisme. Olivier Babou, est-ce que vous voyez toutes ces nuances qui sont mises en avant ? Oui, évidemment, c'était un terme péjoratif en France jusqu'à il y a très peu de temps. Il fallait s'excuser. On pouvait d'ailleurs traiter quelqu'un de libéral et ça suffisait. C'était une insulte. Hein. Donc il y a déjà évidemment un changement qui est assez important. Il y a quand même des différences assez importantes entre les deux candidats, du point de vue du libéralisme, mais sans revenir jusqu'à la définition. Vous savez, on demandait durant la Prohibition, on demandait au prince de Galles, alors qu'est-ce que vous pensez de la Prohibition ? Il disait, la Prohibition, c'est formidable, quand est-ce que ça commence ? Eh bien, c'est pareil pour la Révolution. La Révolution de Macron, je trouve ça génial, hein, mais où est-ce qu'elle est, quoi ? Quand est-ce qu'elle arrive ? Et pour l'instant, moi je suis désolé, j'ai lu son bouquin. Normalement. Ah oui, non mais j'espère bien, mais du point de vue du programme, je veux dire, j'espère bien qu'il y aura un programme, mais du point de vue du programme, pour l'instant, moi j'ai regardé ce qui se passe. Non, ce sont des enfoncements. Je suis désolé de le dire parce que je trouve ça très sympathique et je trouve qu'il y a un mouvement effectivement qui donne envie à des gens qui étaient loin de la politique d'y retourner. Et forcément, moi, j'adhère à ça. Je trouve que c'est formidable de ce point de vue-là. Mais moi, pour l'instant, c'est une suite d'enfoncements de porte ouverte. Et en effet, François Fillon, il a peut-être au début, c'est vrai, commencé à parler du verre à moitié vide avant de parler du verre à moitié plein. Mais aujourd'hui, qui est du côté de la vraie rupture ? Qui est du côté de l'audace ? Qui est du côté de celui qui prend le risque de donner des chiffres et de ne pas parler que des bonnes nouvelles et des services qu'on va donner en plus en disant voilà, il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. Je suis désolé, aujourd'hui c'est François Fillon. Alors peut-être que demain il y aura une précision et on l'attend avec plaisir. Peut-être déjà dès ce soir. C'est ce que parfois on reproche à Emmanuel Macron. On a lu avec attention son livre, on a suivi ses meetings, on attend de voir comment va se décliner cette révolution démocratique qu'il appelle de ses voeux. D'abord, il décline son programme pas à pas. On le voit dans ses déplacements où il a pu aborder la semaine dernière l'enjeu de la santé. Il sera à Lille ce week-end, il parlera d'éducation. Et c'est vrai qu'il ne se contente pas d'un discours gadget avec des jolis chiffres ronds. Oui, vous avez raison, la rupture de François Fillon, elle est claire. 100 milliards de dépenses publiques en moins, très joli chiffre. 500 000 fonctionnaires en moins. Une politique de l'offre arrondie à 40 milliards. Donc on voit bien qu'on est dans l'hypercommunication. Mais au fond, c'est une politique économique de violence, de purge, de rejet. Nous considérons qu'il nous faut utiliser le libéralisme comme une clé, comme une arme pour débloquer le système. Et peut-être un avantage qu'a Emmanuel Macron par rapport à François Fillon, c'est que quand il a été ministre, et notamment à travers la loi éponyme qui porte son nom, on a vu comment il utilise des outils pour débloquer les crispations et les sociétés. Et à ce moment-là, la droite était vent debout
quand on veut débloquer les notaires qui avaient organisé un malthusianisme fort dans notre pays, la droite était contre, attention, vous menacez nos territoires. Dès qu'on veut toucher et déréguler un certain nombre de choses, les taxis ou d'autres sujets, on voit bien tout de suite cette mobilisation conservatrice. Et donc très clairement, il y a une vraie incohérence dans le discours de François Fillon. C'est qu'il y a la revendication de la rupture, mais une rupture de violence où on va chercher des boucs émissaires, le chômeur, le fonctionnaire, mais dans les faits, dans la réalité de leur politique, on est systématiquement dans la protection de cet ancien système. Là, la nouveauté, c'est qu'il a été nous chercher un modèle qui est totalement dépassé, celui de Thatcher en 80, mais restons et qui sur veut Emmanuel nous Macron. l'imposer. Oui, parce que vous êtes dans l'attaque de François Fillon. Mais je répondais à une légère attaque au début du propos. Tout à fait. Mais vous dites, et c'est très intéressant, il utilise son programme, le libéralisme, comme une arme pour débloquer la société française. Que pensez-vous de cette méthode d'Emmanuel Macron? Il veut déconstruire un système, par exemple, de rente, de statut, de règlement, de normes pour libérer l'initiative et redonner à ceux qui sont aujourd'hui à l'extérieur du système plus de pouvoir. Est-ce qu'on peut, par petites touches, faire une révolution? Moi, je suis... on ne peut pas être opposé. Quand vous regardez Révolution, vous lisez Révolution, j'ai là, je ne fais pas de publicité pour le bouquin, évidemment, je l'ai lu, évidemment. On s'intéresse à ce que disent les hommes politiques, parce que je tiens à dire que la Fondation Concorde ne soutient officiellement aucun candidat, mais s'intéresse effectivement à tous les programmes. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il fait des propositions contre lesquelles personne ne peut être d'accord. On a envie de parler, vous savez, de propositions non falsifiables. Je veux concilier justice et efficacité, décloisonner les élites, développer l'apprentissage, plus de proportionnel, lutter contre l'inflation législative, tout ça, on peut qu'être d'accord. Et moi, justement, ce que je trouve, c'est qu'il manque la méthode cruellement. Alors c'est vrai que cette méthode, c'est probablement le point aveugle de la plupart des programmes, parce que c'est plus difficile. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire en France, je crois que beaucoup de rapports ont été écrits sur le sujet, beaucoup de gens l'ont dit, beaucoup de choses ont été dites, et évidemment, c'est déjà pas mal de les redire, mais après, c'est la question de la méthode. Moi, je ne vois pas de méthode du côté d'Emmanuel Macron. Côté de François Fillon, je crois qu'il y a d'abord une méthode qui est celle de la franchise, sans doute, une franchise qui peut être un peu dure au départ, et sans doute après, une méthode, on pourrait dire, très pratique sur les référendums qui ont été annoncés, sur la façon dont on va voter les lois. Pour l'instant, moi, c'est ce que je vois chez François Fillon. Je ne vois pas ça chez Emmanuel Macron, encore une fois, à l'heure qu'il est. Christophe Castaner, je vais vous laisser répondre. Et d'ailleurs, il y a un match, un duel à distance qui est installé entre Emmanuel Macron et François Fillon, le candidat de la droite édissante, qui dit d'Emmanuel Macron que c'est un hypnotiseur. C'est-à-dire qu'il charme, qu'il séduit, et on le voit dans les sondages, si on fait confiance à ces sondages à un instant T, mais on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous savez déjà quand François Fillon se sent obligé de commenter et d'attaquer comme il le fait Emmanuel Macron, c'est qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est central dans la discussion politique où nous sommes. Mais moi je crois qu'il y a une méthode. Je prends l'exemple par exemple de la réforme du Code du travail. Il y en a un qui dit qu'il faut casser le Code du travail, il faut laisser toutes les clés à l'employeur. Parce que c'est tendance et que c'est le MEDEF qui a écrit son programme. Emmanuel Macron, il parle de méthode. Quand il dit qu'il faut un socle, les 35 heures font partie du socle. François Fillon les remet en cause. Le salaire minimum, l'égalité femmes-hommes. Par contre, ensuite, et là, il se retrouve avec François Fillon, il renvoie la négociation au niveau de l'entreprise pour adapter, par exemple, le temps de travail. Là où l'un dit il faut passer aux 39 heures, et puis je l'entendais ce matin sur une radio, on ne sait plus bien si les fonctionnaires, notamment, vont être payés 39 heures ou pas. Moi, je suis maire de Fort-Calquier. Je ne souhaite pas qu'il soit passé à 39 heures pour augmenter ma masse salariale dans ma commune, parce que j'en ai pas forcément les moyens, ni même le besoin. Et donc, Emmanuel Macron, il dit la question du temps de travail, il faut peut-être l'adapter tout au long de sa vie, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes volontés de travail quand on a 25-30 ans que quand on a 50 ans. Et peut-être travailler 32 heures quand on a 50 ans. Et peut-être que quand on vient d'avoir des enfants, on peut aussi négocier un temps de travail différent. Et je pense qu'effectivement, vous avez un candidat qui est dans des mesures couperées, des mesures radicales, mais des mesures brutales, et un candidat qui renvoie la discussion et qui place l'individu au cœur du système. Comment on fait la révolution en discutant? C'est une vraie question. Je vais vous laisser réagir. Je voudrais simplement, puisque vous avez parlé de la radicalité de François Fillon, lui, il revendique ce terme, et une nouvelle fois, il en a parlé ce soir, il a joué la partition du redressement nécessaire pour remettre sur pied le pays, un discours aux accents austères qui fait aussi sa marque de fabrique. C'était le cas ce soir, lors d'un meeting à Nice. On l'écoute. 2 millions de jeunes entre 16 et 25 ans qui ne sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni dans une formation, qui sont dans la rue, qui sont abandonnés à eux-mêmes. La pauvreté qui augmente, faute de croissance, des quartiers déglingués par la délinquance, des campagnes abandonnées, des classes moyennes et des familles qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, un système de santé débordé, comme on le voit ces jours-ci, les plus beaux actifs de la France rachetés par les étrangers.
2 000 milliards de dettes pour nos enfants. On m'accuse parfois d'être pessimiste, mais franchement, devant ce bilan accablant de François Hollande et de la gauche, on ne peut pas se réjouir et on ne peut que proposer à nos concitoyens l'effort nécessaire au redressement national. Voilà, pessimisme ou réalisme, en tous les cas, de François Fillon face à une autre vision d'Emmanuel Macron. Olivier Babot, vous qui réfléchissez, parce qu'à la Fondation Concorde, vous avez une vision plus distanciée, vous essayez, nous aussi parfois, ça nous arrive, mais sur des pistes plus larges, est-ce qu'on peut mener une campagne sans une once, j'exagère peut-être un peu, mais d'espoir, de rêve, même s'il y a un peu de com et qu'on exagère les choses? En 1976, il y a un chercheur qui s'appelle Page qui a écrit un article qui s'appelle The Theory, parce que Emmanuel a parlé en anglais, donc je peux parler en anglais aussi. The Theory of Political Ambiguity. La théorie de l'ambiguïté politique. Et ce qui montre, c'est qu'un homme politique a plutôt intérêt à rester ambigu. Comme ça, il maximise ses soutiens, tout le monde pensant qu'il va plutôt mettre en place... C'était en quelle année? En 1976. Donc c'est assez vieux. Non, mais c'est devenu un gros classique. Hein. C'est une idée très classique en sciences politiques que les hommes politiques n'ont pas tendance, n'ont pas intérêt Pourquoi à être vous trop croyez précis. que c'est la marque d'Emmanuel Macron? Eh ben, moi, c'est l'impression que j'ai un peu... Alors, on parlait de quoi? De précis d'hypnotiseur tout à l'heure. Moi, ça me fait plutôt penser, vous savez, au conte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Vous savez, le roi est nu. Oui. Moi, Emmanuel Macron, pour l'instant, il me fait plus penser à l'un des deux tailleurs, vous savez, qui arrive comme ça en disant regardez comme cet habit est beau, tout le monde est là, oh formidable, regardez ma révolution. Mais moi, je regarde, j'écarquille les yeux, je vois pas de révolution pour l'instant. Il y a pas d'habit, il y a pas d'habit extraordinaire, il n'y a pas de nouveauté, il y a rien qui est renversé, il y a rien donc de renversant. Encore une fois, pour l'instant. Comment vous expliquez cette appétence? C'est vrai pour le moment dans les sondages, mais c'est vrai également dans les meetings, même si les meetings ne font pas une élection. Mais comment vous l'expliquez? Vous parliez justement de faire rêver. C'est vrai que l'idée de storytelling aujourd'hui, enfin, ça fait très longtemps qu'on a compris que les gens votent beaucoup plus pour une image, pour une posture, pour un espoir, pour une impression, que pour un programme économique. Soyons très clairs, programme économique, qui vraiment, à part les experts, va vraiment le voir? Qui le comprend quand vous connaissez le niveau économique moyen des Français, malheureusement? Bon, qu'est-ce qu'il a? Il est bon? Non, il est considérablement mauvais. Il est très très mauvais. Si, on comprend très mal les choses. J'ai même dû expliquer à un préfet comment marchait le système de la TVA un jour. Donc c'est vous dire. Et pourtant, ça ne devait pas être les plus ignares des Français. Non, le problème est que, je crois que les citoyens justement, savent beaucoup mieux que les préfets parfois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut justement être antipathique, mais que évidemment, il y a un moment donné où l'impression. Mais est-ce qu'il fait d'abord bouger les foules? Et c'est bien aussi qu'il y ait cet espoir, mais il faut peut-être qu'il y ait quelque chose derrière. Christophe Castaner, vous êtes là pour défendre, c'est normal, votre candidat, mais au-delà, est-ce que vous entendez cette critique un peu récurrente sur Emmanuel Macron? Sur le fond, on a envie davantage, et c'est tout à fait normal, quand on a un candidat comme lui, de comprendre davantage son programme. Est-ce que vous allez un petit peu décliner davantage de sujets, ou est-ce que vous lui en parlez personnellement? Non, mais bien sûr que nous allons décliner, mais très clairement, on voit bien dans les faits. Comment ce propos, il y a 2-3 mois, pouvait être évoqué? Comment aujourd'hui, il ne peut plus l'être? On voit comment, sur toute une série de sujets, il s'est exprimé, il s'est engagé sur ces questions. Je prends la question de la violence, parce que moi, j'entends ce discours de dire « non, mais il faut que ça fasse mal ». Non. Moi, je crois que la confiance, elle est aussi dans la capacité de changer les choses sans brutalité. Et je vais prendre un exemple. François Fillon propose, par la politique de l'offre, de mobiliser 40 milliards d'euros au profit des entreprises pour la baisse de charges. Et Emmanuel Macron a fait une méthode un peu différente. Il a commencé par traiter la question du pouvoir d'achat, en disant qu'on va faire un transfert pour faire en sorte que les Français puissent retrouver les travailleurs du pouvoir d'achat. Et ensuite, il aborde avec une suppression de charges et un transfert en CSG, et donc du coup, pour une personne qui serait au SMIC, une augmentation de son pouvoir d'achat de 500 à 750 euros. Et donc, l'ambition, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on puisse soutenir aussi le pouvoir d'achat des Français et en parallèle traiter de la question du prix du travail ou du coût du travail. Que fait François Fillon? C'est uniquement destiné sur la question de la baisse du coût du travail. Je pense que, vous savez, vous citez beaucoup d'auteurs, vous auriez pu citer le marquis de Sade qui revendiquait cette violence un peu nécessaire dans le plaisir, dans l'amour, et comme il est un peu tard, on pourrait le faire. Je pense que ça n'est pas comme ça aussi qu'on fait bouger les lignes. Je crois que la brutalité n'est pas la meilleure façon de soigner ce pays. Je pense qu'il faut le réformer en profondeur. Il y a des points de convergence entre François Fillon et les propositions d'Emmanuel Macron, mais il y a de vraies divergences sur la méthode. La violence ne fait jamais une politique. Quand même, c'est un mot dur que vous employez, la violence. C'est dur pour un candidat, un ancien Premier ministre. Vous savez, quand il y a 560 000 fonctionnaires qui vont partir à la retraite dans le mandat, si François Fillon était président de la République, et qui veut supprimer 500 000 postes, très clairement, ça veut dire
dire que quasiment aucun fonctionnaire ne serait représenté. C'est quoi la traduction? C'est la violence dans les petits villages autour de Fort-Calquier où il n'y aurait plus d'enseignants. C'est la violence à l'hôpital de Manosque où on n'aurait plus la capacité de soigner. C'est même la violence qui serait libérée dans les quartiers parce qu'on n'aurait plus les forces de l'ordre. Et puis je vais vous dire, c'est aussi la violence de prendre les Français pour des idiots. Quand j'entends le bilan de François Fillon qu'il dresse de François Hollande, quand il ose parler des déficits, alors qu'il a été le Premier ministre de la Ve République qui a le plus augmenté les déficits de la France, plus de 600 milliards. Je pense aussi que la violence de considérer les gens soit ignares, et je l'ai un peu entendu tout à l'heure, soit imbécile, n'est pas très simple. Puisque vous parlez du Marquis de Sade, il y a beaucoup de masochistes, parce qu'il a quand même gagné, et haut la main, la primaire dans la droite et du centre. Ça ne vous a pas échappé? Non, ça ne m'a pas échappé. Donc, il y a quelle conclusion vous en tirez? Il s'est adressé à la droite la plus classique, avec un nombre d'électeurs très important. Et ensuite, y compris dans la semaine entre les deux tours, on a commencé à s'intéresser au programme de François Fillon. Et très clairement, les Français ont rejeté ce programme. Et aujourd'hui, 75% des Français ne se retrouvent pas dans ce programme de violence sociale. C'est vrai qu'il y a un trouble, Olivier Babot, sur le programme. Le programme, en réalité, il est quand même assez proche. Alors c'est vrai que souvent, on met l'accent sur les 500 000 fonctionnaires. Ça me fait toujours rire d'imaginer que s'il y a 500 000 fonctionnaires en moins, la France devienne sous-administrée, alors que vous savez bien que toujours, comme on dit toujours, il faudra quand même finir par qu'on se souvienne qu'il y a eu plus d'1 million de fonctionnaires territoriaux dans les territoires en plus depuis environ 20 ans. On peut imaginer aussi... C'est à peu près 200 000. On peut imaginer aussi, on parlera des chiffres une fois, on continuera à citer... on peut imaginer aussi qu'il y ait des départs volontaires d'abord. C'est pas forcément des emplois qui ne sont pas. Donc les départs volontaires, c'est possible, ça marche. Ça a été fait dans les entreprises comme EDF. Ce sont des missions qui ne seront plus La deuxième réalisées. chose, c'est par exemple que sur l'idée que les cotisations maladie doivent être transférées sur la TVA, par exemple, et donc ne plus peser sur les salaires. Ça, c'est une idée qui va probablement, j'ai l'impression, dans le même sens. Sauf que là, on explique comment ça fonctionne. La dernière chose, c'est qu'effectivement, les gens ont besoin d'être rassurés, mais il y a un moment donné, il va falloir prendre des positions, par exemple sur l'ISF, sur la fiscalité du capital. À un moment donné, il va falloir dire ce qu'on veut faire. Et à un moment donné, je suis désolé, il va falloir annoncer des mauvaises nouvelles. Moi, pour l'instant, ça me fait encore penser, puisqu'on continue à citer des gens. Alors, vous savez, la fameuse phrase... C'est la soirée, c'est un thème, allez. Vous savez, c'est Lampedusa dans son super livre, Le Guépard, là, qui dit tout change il faut que tout change pour que rien ne change. Moi, j'ai l'impression que là, c'est un peu la révolution pour que rien ne change. Et ça m'inquiète, parce que j'ai envie que les choses changent aussi. Vous également, Christophe Castaner, vous êtes d'accord sur le diagnostic, au moins, qu'établit et que dresse François Fillon? Il faut remettre sur pied le pays. Lui parle d'une situation très difficile. C'est l'homme qui a dit que la France était en faillite. Est-ce que vous lui reconnaissez cette cohérence? Ah oui, sauf qu'il a déclaré que la France était en faillite au début de son mandat à Matignon. Et 5 ans plus tard, la France était nettement plus en faillite. Donc vous savez, moi je crois qu'il ne faut pas seulement être dans l'incantation, il faut être dans la réalité. Et la réalité, c'est justement le fait de savoir que toutes ces promesses électorales qu'on peut faire maintenant pour stigmatiser, par exemple, les fonctionnaires et dire, vous voyez bien, tous ces feignants qui ne travaillent pas, etc., de toute façon, il ne peut pas le tenir. Donc moi, je préfère un discours de franchise, comme discours de réalité, et je préfère un discours de réforme, mais de réforme faisable, adaptable à notre pays, sans brutalité. On peut réformer la France sans pour autant la maltraiter. Ce sont deux méthodes différentes. Permettez-moi une parenthèse sur le style, sur la forme, c'est aussi important dans une campagne. Et c'est un discours qui a fait beaucoup parler. C'était hier à Berlin, en anglais. Emmanuel Macron s'est exprimé devant un parterre d'étudiants. Écoutez. I just want to take 2 events to justify the discussion we have today and the fact that a strong commitment for Europe is absolutely critical today for France and for Germany in the opening of our presidential campaigns. Christophe Castaner, nous, on est heureux en tant que Français, de manière générale, d'avoir des responsables politiques qui parlent l'anglais ou qui maîtrisent l'anglais, qui parlent plusieurs langues. Mais franchement, est-ce que dans un pays étranger, alors on n'est pas très loin, est-ce qu'on ne parle pas sa langue et on est traduit? Vous savez, je pense que l'anglais est une langue assez mondiale. On est d'accord, il l'a dit lui-même, oui. Et enfin, avec Emmanuel Macron, on a quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'anglais. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce ne sera pas un argument électoral fort, mais bon. Non, mais c'est une vraie force aussi de pouvoir s'adresser aux chefs d'État mondiaux qui, pour la plupart, maîtrisent, alors que nous, on a une petite spécialité française d'avoir des chefs d'État qui ont des difficultés à le maîtriser. Mais moi, ce que je retiens d'hier en Allemagne, c'est aussi le fait que hier, Emmanuel s'est exprimé devant les 150 plus hauts responsables, notamment économiques de l'Allemagne. Et je voudrais qu'on retienne l'essentiel et pas forcément l'accessoire. Angela Merkel n'a pas voulu le recevoir, on peut comprendre, c'est une campagne, elle ne va pas recevoir tous les candidats. C'est son choix. Il l'a regretté sûrement, ça aurait été une rencontre de haut niveau.
il se serait rendu en Allemagne de toute façon parce que renforcer l'axe franco-allemand nécessite une préparation et donc alors là, sur ce sujet, vraiment, les deux candidats en tous les cas dont on parle sont d'accord. Olivier Babot, sur la forme, un mot peut-être? Oui, moi je suis ravi qu'il parle en anglais, qu'il montre qu'il est capable de le faire. C'était pas le cas de tous les présidents avant. C'est une marque de modernité. Entre parenthèses, je crois que Fillon parle très bien en anglais parce que ça. Si je m'abuse, sa femme est anglophone. On les aura donc c'est plus facile, évidemment. Mais ça me paraît une marque de modernité qui est probablement emblématique aussi d'une autre modernité que les gens veulent aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui soit en prise avec le monde réel, comme on veut que quelqu'un connaisse la vraie vie, le prix du pain, la vie dans les territoires. C'est ça que les gens attendent, effectivement, et ça, je crois que c'est de toute façon une bonne nouvelle et quelque chose qui doit rester dans le paysage politique. Eh bien, si vous êtes d'accord, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, messieurs. Merci Christophe Castaner et merci Olivier Babot. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est la revue de presse. On va la découvrir ensemble. Et puis le grand entretien avec Xavier Belin, auteur du livre « Notre agriculture est en danger ». D'ailleurs, un mot, c'est malheureusement un sujet dont il est peu question dans la campagne. Est-ce qu'il n'est pas temps de l'aborder, l'agriculture, la situation des agriculteurs ? Mais il faudra évidemment l'aborder et je suis député des Alpes de Haute-Provence et je peux vous dire que je vis cette crise profonde que vit le monde agricole. Il y en a d'autres, il y a l'enseignement supérieur, il y a beaucoup d'autres sujets. Exactement, mais c'est le sujet dont je vais parler dans quelques instants. Merci à vous et tout de suite, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Une année sous le signe de la politique. Pour ses vœux à la presse parlementaire, Gérard Larcher, le président du Sénat, a défendu le programme de François Fillon, même sur le dossier du non-cumul des mandats qui fait grincer des dents certains parlementaires de droite. Que ce soit pour les collègues du groupe Les Républicains ou des collègues centristes, avant Noël, les présidents de groupe se sont exprimés clairement, et moi-même devant le groupe Les Républicains. Donc, considérons cette question tranchée. Quant à la question d'être Premier ministre si François Fillon est élu président, non, a répondu Gérard Larcher, ce n'est pas le rêve de ma vie. François Fillon. On n'a pas été bon, on n'a pas été clair dans nos propositions. Oui, il va bien falloir réorganiser notre système de protection sociale et notre système de santé. Ce que nous avions écrit a été mal compris. Je l'ai retiré. Je l'ai retiré. Vous l'avez retiré. Europe Écologie Les Verts. Un nouveau slogan, la France vive et 76 mesures. Yannick Jadot, le candidat écologiste, a présenté son programme. Parmi les mesures fortes, une sortie définitive du nucléaire en 2035, 100% d'énergie renouvelable en 2050, mais aussi le droit de vote des étrangers et le SMIC à 1 800 € brut. S'il y a un moment, il y a des gens et des candidats et des responsables politiques qui se disent « Tiens, l'écologie, c'est important », finalement, je me retrouve dans ce qu'ils disent depuis si longtemps. Mais qu'ils nous rejoignent. C'est le parti écologiste aujourd'hui, c'est Europe Écologie Les Verts. C'est pas le Parti Socialiste. Ces propositions seront éditées dans un livre qui paraîtra courant février. En séance... Ils n'ont pas abandonné, syndicats, élus, militants, ils étaient près de 200 devant le Sénat pour dire non à la loi El Khomri. Je félicite le groupe communiste d'avoir pris l'initiative de déposer cette proposition de loi parce qu'elle envoie un message très clair. Nous n'avons pas renoncé et si je suis élu dans 100 jours, eh bien j'abrogerai cette loi. En séance, les sénateurs ont discuté cet après-midi une proposition de loi communiste qui propose l'abrogation du texte. Le texte a été rejeté, mais l'objectif des sénateurs communistes a été atteint, mettre le sujet au cœur de la campagne présidentielle. En France... Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint et déjà la grippe a fait 52 morts cet hiver. Il y a urgence dans les hôpitaux. Cette année, le virus est particulièrement virulent. Marisol Touraine appelle à la mobilisation. Une personne sur deux de plus de 65 ans qui va aux urgences pour la grippe doit être hospitalisée. Et il s'agit donc de garantir qu'il y aura des lits disponibles dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Première victime, les personnes âgées. Le gouvernement envisage de rendre le vaccin obligatoire pour les personnels soignants. Justice.
Ils encouraient 5 ans de prison, mais la cour d'appel d'Amiens a été plus clémente. Les salariés de Goodyear, poursuivis pour séquestration et violence en réunion, ont été condamnés à des peines de sursis allant jusqu'à 1 an. Un jugement loin de les satisfaire. Les 8 anciens salariés demandaient la relaxe. Ils vont se pourvoir en cassation. Plusieurs dizaines de militants CGT étaient présents devant le tribunal d'Amiens pour soutenir les anciens salariés. Et on découvre à présent les unes de vos quotidiens demain. C'est la revue de presse. D'abord le Figaro, l'ombre russe qui plane sur la présidence Trump lors d'une conférence de presse. La première conférence de presse, le président élu a dénoncé les allégations de compromission avec la Russie contenues dans un rapport explosif mais non authentifié. Les Échos également sur Trump qui promet des créations d'emplois sans précédent. C'était l'objet de notre premier débat avec notamment le protectionnisme et la démondialisation. Et enfin, Libération. Entretien avec Vincent Payon face au quotidien demain. Voilà pour la revue de presse tout de suite. C'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est le président de la FNSEA. C'est la puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Xavier Belin, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue à vous. Vous publiez un livre intitulé « Notre agriculture est en danger », un ouvrage sous forme de cri d'alerte dont nous allons parler en détail ce soir. Mais d'abord, une première question d'actualité. On parle beaucoup de la grippe en ce moment avec ce qui se passe, mais il y a également une épidémie de grippe aviaire qui touche les oies et les canards. Des mesures d'abattage préventif sont étendues, notamment dans le Gers, au grand désarroi d'ailleurs des éleveurs. Quelle est la situation exactement ? D'abord, c'est un nouveau coup dur parce qu'on a déjà eu cet épisode l'année dernière qui a fait beaucoup de dégâts. 4 mois sans élevage et donc des pertes économiques, mais aussi une certaine pression morale qui s'exerce à la fois sur les éleveurs et globalement sur tous les acteurs de la filière. Même chose cette année. Donc ça nous pose évidemment beaucoup de questions. On sait maintenant que ce virus... il est amené par des oiseaux migrateurs, par la faune sauvage. Ça veut dire qu'il faudra sans doute être beaucoup plus préventif à l'avenir pour anticiper ces épidémies. Elles ont touché d'ailleurs beaucoup de pays d'Europe. Ça a touché aussi un certain nombre de pays dans l'Asie du Sud-Est. Donc vraiment des sujets qui deviennent très sérieux et dont on voit bien d'ailleurs qu'il y a une certaine relation entre le réchauffement climatique et puis ces pathogènes, ces virus qui se développent maintenant. Donc c'est une nouvelle, au fond, c'est une nouvelle difficulté maintenant pour globalement le monde vivant, donc l'animal, le végétal, qu'il faudra prendre en compte. Mais vous dites qu'il faut davantage l'anticiper. Il faut entendre là une critique. Les autorités n'ont pas pris suffisamment à bras-le-corps ce sujet. Ils ont publié une liste de 38 communes supplémentaires qui sont concernées par l'abattage. Chaque jour, il y a de nouvelles communes. Bon, le but, c'est évidemment d'essayer d'enrayer ce virus le plus vite possible. Donc ça veut dire des périmètres, évidemment, avec des systèmes de protection. En 2016, la France a mis en place, avec d'ailleurs les professionnels, tout un dispositif de biosécurité pour faire en sorte que, justement, on ait les bons seuils d'alerte et les bonnes décisions à prendre. Certains critiquent aujourd'hui le fait qu'il puisse y avoir eu quelques jours de retard dans les décisions, mais on a la chance d'avoir vraiment en France un système de, comme on l'appelle, d'épidémiosurveillance, avec des services vétérinaires, avec des professionnels de la filière, notamment foie gras, qui sont très très à l'écoute et surtout beaucoup en veille sur ces sujets-là. Et plus largement, Xavier Belin, sur l'agriculture. Nous venons d'évoquer avec nos 2 précédents invités les programmes de François Fillon et d'Emmanuel Macron, pour ne prendre que, par exemple, est-ce que vous trouvez qu'ils parlent suffisamment? Vous allez me dire non, suffisamment, jamais assez. Mais est-ce que ce sujet reprenez les débats sur la campagne de la droite et du centre. On n'a pas parlé d'agriculture. Bon, donc c'est quand même un problème. 15% des emplois dans ce pays, 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin je vous donne quelques chiffres, 10-12 milliards à peu près d'excédent net commercial chaque année. C'est un énorme secteur qui en plus a ce mérite d'équilibrer au fond nos grandes métropoles avec des territoires ruraux. Bref, c'est un territoire, un secteur d'excellence. Je crois qu'il faut que là-dessus, la France s'exprime, les politiques s'expriment, qu'on reprenne d'abord un discours à Bruxelles, mais aussi en France, et qu'on assume ce qu'est l'agriculture. Moi, c'est ça mon cri de colère. On n'assume plus ce qu'est l'agriculture. Elle est très diverse. Certes, on a beaucoup de territoires, beaucoup de productions. On a à la fois des produits qui servent des circuits de proximité, des circuits courts comme on les appelle, mais on a aussi l'agriculture d'exportation. Soyons fiers de tout cela. Il n'y a plus de fierté aujourd'hui, il n'y a plus de discours, on n'assume plus. Mais vous-même, puisque vous êtes à la tête d'un syndicat, comment vous allez peser sur l'élection? Comment vous allez faire en sorte que les candidats en parlent? D'abord rencontrer les candidats, les sensibiliser, leur donner les arguments. Vous allez le faire, vous l'avez déjà fait? Oui, on a commencé, bien entendu, avec ceux qui sont déclarés. Des propositions? On a des propositions très concrètes. Peut-être la nouveauté cette année, c'est que la FNSEA va sortir d'un discours peut-être
générique, un peu plus général, pour aller vraiment sur des sujets très concrets, sur la fiscalité, sur la gestion de l'eau, sur justement notre rapport à la compétitivité. On en parle beaucoup, c'est un sujet qui fait vraiment débat dans l'économie au sens général. Dans l'agriculture, c'est très prégnant. Pourquoi se fait-il que la France ait perdu 3 places sur le podium mondial? L'Allemagne est passée devant nous, les Pays-Bas sont passés devant nous en termes d'exportation. On régresse dans beaucoup de domaines. On a aujourd'hui des importations. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on parlait de grippe aviaire. La France importe 40% de sa consommation de poulet aujourd'hui. Pas de Thaïlande ou de Brésil comme je l'entends régulièrement, non. Des Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique. Est-ce qu'on est mauvais à ce point pour ne pas satisfaire notre... Ce sont des sujets de fond, mais Xavier Bolin, vous avez l'expérience, vous connaissez les campagnes électorales. Trop bien, peut-être. Oui, alors les candidats vont dire, très bien, montrez-moi vos propositions, je signe, voilà. Oui. Et puis après, j'oublie. Non, c'est pas j'oublie parce que... Alors comment vous allez faire en sorte qu'ils respectent leurs promesses? Écoutez, d'abord, un engagement est un engagement. Bon, est-ce que derrière, on peut y mettre un certain nombre d'éléments chiffrés? Est-ce qu'on peut y mettre un certain nombre de points très précis sur lesquels, par la voie réglementaire ou par la voie législative, on va bouger? Et puis, je le redis, il faut que la France retrouve un discours positif sur son agriculture. Moi, je suis quand même assez effrayé de voir que régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais presque, on a un reportage télévisé, on a un reportage radio, on a des médias, des réseaux sociaux qui ne parlent d'agriculture que sous un angle négatif. Alors oui, on a des choses encore à faire bouger. On est très mobilisé aujourd'hui sur les questions d'environnement, de bien-être animal, de souffrance animale. Tous ces sujets-là sont importants, mais en même temps, j'aimerais aussi que de temps en temps, on communique sur l'excellence française. Il faut avoir cette fierté-là. Et surtout, je le redis, parce que ce sont à la fois des impacts économiques et sociaux, bien sûr, mais ce sont aussi des choix de société, des choix d'alimentation, la culture et l'identité alimentaire, que nous partageons d'ailleurs avec un certain nombre de pays, je pense notamment africains et Afrique du Nord en particulier. On doit défendre ça. Moi, je n'ai pas envie demain de consommer, ou que nos concitoyens consomment, comme Monsieur Tout-le-Monde aux États-Unis ou ailleurs. On a nos spécificités, essayons de les cultiver. Vous en parlez, les médias en parlent, vous critiquez cette manière d'en parler, mais les candidats, est-ce qu'il y a en ce moment, même s'ils en parlent peu, un profil idéal d'un candidat qui serait, non mais sans vous faire dire un mot, mais peut-être qu'il y en a quand même un, qui serait plus proche du monde agricole? Bruno Le Maire, vous auriez pu me dire cela s'il était encore dans la course. Aujourd'hui, il a rejoint, si je puis dire, l'écurie François Fillon, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un candidat dont vous sentez il y a une particularité dans l'agriculture qui peut être perçue par certains comme une forme de paradoxe, c'est qu'on a à la fois sans doute besoin de libéraliser au fond, en tout cas de redonner des initiatives à la fois aux agriculteurs mais globalement aux acteurs de la filière. On croule sous tout un tas de normes, de réglementations qui contraignent vraiment le travail. Je sens que vous n'allez pas répondre à ma question. Si, je vais y venir. Et de l'autre, on a besoin aussi d'un État stratège et d'un État qui encadre aussi, notamment parce qu'on travaille avec du vivant, parce que l'alimentation, c'est évidemment aussi un pouvoir régalien, en quelque sorte. Donc, regardons ce que sont les programmes aujourd'hui. Quand je regarde à la fois ceux qui sont déjà un peu plus avancés, le candidat Fillon, le candidat Macron, par exemple, je vois bien que l'un et l'autre sont tentés à la fois par un peu plus de libéralisme, un peu plus d'initiative laissée aux acteurs économiques en particulier. Il faut aussi que derrière, nous le rappelions, qu'il y a font quand même une responsabilité particulière du rôle de l'État. J'entends moins quand même ce discours-là aujourd'hui. Donc aucun des candidats n'a un programme qui marche sur les deux pieds. Il faut vraiment affiner. Oui, ce sont véritablement deux pieds. Et encore une fois, il ne faut pas les opposer. Je crois qu'on a besoin de ça. Quand je regarde les grands pays, États-Unis, Chine aujourd'hui, qui soutiennent massivement leur agriculture, c'est bien parce qu'ils ont perçu qu'il y a derrière un enjeu stratégique. Dans votre livre, Xavier Bolin, vous parlez de Jacques Chirac, qui a toujours été perçu comme proche des agriculteurs, par les Français d'ailleurs. Il a souvent rappelé, on a souvent plutôt rappelé le succès qu'il avait, qu'il a toujours quand il y allait il y a quelques années au Salon de l'agriculture. Pourtant, vous écrivez que c'est sous sa présidence que l'agriculture a commencé à décrocher. Oui, alors j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour l'homme, mais je dis simplement que dans les grands marathons à Bruxelles qui se tenaient à Bruxelles, qui se tiennent toujours à Bruxelles, on a souvent eu des visions court terme. Et j'ai regretté, et j'aurais continué à regretter, que la personnalité, le charisme de Jacques Chirac, à un moment où justement la France aurait plutôt pu impulser finalement à la fois une nouvelle PAC, mais surtout une politique agricole qui soit identitaire au sens du citoyen, du consommateur, du producteur européen. Au contraire, on s'est plutôt focalisé sur du court terme et du coup, on a perdu cette capacité à redonner ces impulsions. Donc oui, j'aimais une critique. C'est une critique à la fois, positive, mais il n'est peut-être pas trop tard d'ailleurs aujourd'hui. Compte tenu de l'avantage qu'il avait, justement, il aurait pu aller plus loin. C'était ça, en fait. Et alors, oui, on a eu des marathons sur le budget agricole, on a eu des marathons sur certains points de très court terme. Je pense notamment aux quotas laitiers, je pense à des
à ce type de dossier. Je regrette pour ma part qu'on n'ait pas levé peut-être un peu le nez et qu'on ne se soit pas dit, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà nos ambitions, voilà nos objectifs, voilà comment nous pouvons travailler. Il aurait pu, par exemple, penser à créer un statut pour un agriculteur. C'est assez incroyable, d'ailleurs, quand on se penche sur la question. Un artisan, un commerçant a un statut, mais pas un agriculteur. Non, et je le réclame à haute voix depuis plusieurs années. Ça, c'est l'une des propositions que vous allez soumettre Oui, parce que nous l'avions fait au moment de la loi d'avenir de Stéphane Le Foll. Elle a été recalée, en quelque sorte, retoquée. Bon, je crois qu'il faut maintenant y revenir. Non pas, comme je l'ai souvent entendu, pour protéger l'agriculteur, le gros agriculteur, non. D'abord pour protéger les plus faibles. Vous savez qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans l'agriculture. On a malheureusement aussi, et il faut en parler, des suicides quasiment quotidiens. Le mal-être du monde rural, bien sûr. Exactement. Donc, il faut protéger. Aujourd'hui, malheureusement, quand un agriculteur dépose son bilan, quand ça va jusqu'à une liquidation, tout y passe, y compris les biens personnels. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais pas assez. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que ça se passe un peu loin des villes, loin des grandes villes, que ce Je crois qu'il y a aussi beaucoup de résilience, il y a beaucoup de fierté chez les paysans. Et on s'aperçoit que malheureusement, quand la situation devient quasiment sans réponse, en tout cas sans réponse au sens agricole du terme, il est souvent trop tard pour pouvoir intervenir. Donc c'est aussi le travail que nous menons notamment à la FNSEA pour tout simplement aller visiter nos voisins. Il y a une tendance aussi au repli sur soi. Il faut que les gens s'expriment, il faut qu'ils aient des interlocuteurs. Ça fait partie aussi de nos missions syndicales. Il n'y a pas de réponse d'ailleurs sur le modèle d'exploitation. Il n'y a pas de modèle idéal. On a beaucoup parlé à un moment. D'ailleurs. Oui, mais ça pose quand même des questions pour les agriculteurs. À un moment, on a parlé des exploitations comme la ferme des 1000 vaches. Il y a aussi l'autre exploitation, la ferme des 1000 veaux. Ça n'a rien à voir, c'est très différent dans la Creuse. Non. Mais il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas d'équilibre. Non, d'abord parce qu'on confond souvent la taille de l'exploitation et la mise en œuvre, ou en tout cas le modèle économique. Quand vous avez 40 éleveurs dans la Creuse qui se rassemblent pour justement créer un atelier d'engraissement d'animaux et de transformation derrière, on trouve ça complètement... alors, on va qualifier l'élevage d'industriel, on va trouver ça hors identité, hors culture à la française. Non, il ne faut pas confondre tout ça. À la base, on a toujours 40 agriculteurs qui défendent leur métier, qui veulent en vivre, et les règles économiques sont imparables. Aujourd'hui, quand vous vous confrontez avec des pays, ne serait-ce que notre proximité européenne, enfin, vraiment, il y a de quoi se poser des questions quand vous avez 5, 6, 7% d'écart de compétitivité par rapport à ces pays-là. Donc réveillons-nous, c'est ça que j'ai envie de dire aussi aujourd'hui. C'est un cri d'alerte dans votre livre. J'allais vous poser une question, Xavier Belin, mais je crois que je ne vais pas vous la poser parce que je crois que j'ai la réponse. J'allais vous demander si vous y étiez candidat à votre 3e mandat, mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, ça me paraît évident. J'en sais rien parce que j'ai annoncé ma réponse pour le 25 janvier. Oui, donc, quand on dit ça, c'est qu'on la connaît. Non, parce que je souhaite en discuter et on a une séance de travail à huis clos avec mes collègues du bureau de la FNSEA aujourd'hui. Et je crois que ce sera une décision collégiale parce que d'abord, c'est un job vraiment exigeant. Il y a un coup de feu tous les jours dans l'agriculture. Quand il n'y en a qu'un, tout va bien d'ailleurs. C'est un métier très exigeant. J'ai fait 52 départements, 52 visites de terrain en 2016, en tout cas entre le mois de mai et le mois de novembre-décembre. Ça demande beaucoup d'énergie, il faut être très présent, il faut aussi être à l'écoute. Et puis il faut défendre un modèle agricole et alimentaire très diversifié. Très exposé. Parlons des attaques, c'est des critiques dont vous faites l'objet. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Certains vous reprochent, et c'est depuis le début, moi je vous reçois depuis un certain temps, et vous reprochent de ne pas ressembler à celles et ceux que vous défendez, c'est-à-dire des paysans notamment sur leur train de vie. Mais vous n'avez pas le même train de vie. Vous êtes également patron par ailleurs. Ça vous fait sourire légèrement? Oui, parce que j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est quoi? C'est de savoir si demain, on a des perspectives, on a une stratégie pour le monde agricole, pour l'agriculture, vous entendez cette critique? Parce que vous n'avez pas le même quotidien des agriculteurs, vous ne pouvez pas les représenter. Écoutez, est-ce qu'on peut enfin comprendre et admettre qu'un grain de blé, qu'une graine de tournesol, qu'une graine de colza, ça ne vaut rien aujourd'hui si ça n'est pas transformé? Le génie qu'ont eu mes prédécesseurs il y a 30 ans, c'est de comprendre qu'il fallait investir dans des outils de transformation. Alors on peut les qualifier d'industriels, mais peu importe, parce que c'est à la maille aussi de la production, pour justement amener de la valeur ajoutée, créer véritablement les conditions de rendre ces productions compétitives par rapport à un soja américain qui nous inondait jusque dans les années 80, et dont on a fait aujourd'hui plutôt une commodité qui va équilibrer notre bilan. Mais nous sommes maintenant devenus des grands producteurs de protéines en France, nous les paysans. Vous êtes un agriculteur, mais je les représente. Oui. Mais bien sûr, je suis un paysan. Enfin, venez avec moi le week-end, venez avec moi, je suis un paysan. Pourquoi ces critiques persistent? Mais parce qu'on admet mal aujourd'hui qu'un mec qui n'a même pas son certificat d'études
puisse présider un syndicat agricole, puisse présider un groupe agroalimentaire, et que ça paraît contre nature. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la manière dont nous vivons justement ce métier, comment nous allons le transmettre demain à nos enfants, quelle valeur ajoutée nous allons en tirer, comment nos territoires seront encore vivants et dynamiques demain. C'est ça qui me motive. Et je le fais au nom d'abord des agriculteurs, mais aussi, disons-le, au nom de la filière, parce que sans filière aujourd'hui, il n'y a plus de paysans demain. Et ne croyons pas que ce qui est petit est bon et beau, et ce qui est un peu plus important, ou en tout cas à la maille, mais bien sûr. Mais est-ce qu'on peut être syndicaliste? Vous l'êtes, vous représentez un syndicat, et patron, oui, vous le dites, on peut. Mais un paysan, c'est un patron de TPE, voire de PME. Moi, j'ai beaucoup de collègues autour de moi. Alors, il faut faire évoluer les mentalités mais vous savez, j'ai l'impression que dans nos têtes, parce qu'on a eu un grand-père, un grand-oncle dans l'agriculture, qui travaillait d'une certaine manière. Enfin, quand je vois l'innovation dans l'agriculture aujourd'hui, c'est fabuleux. On a aujourd'hui plusieurs centaines, je pèse mes mots, plusieurs centaines de start-up qui travaillent tous les jours pour l'agriculture. On parle beaucoup des drones, ça c'est, j'allais dire, l'objet un peu symbolique, mais derrière ça, ce sont des innovations fantastiques qui vont nous permettre demain d'être performants économiquement, de répondre justement aux enjeux climatiques, d'être beaucoup plus économes en énergie et en intrants dans l'agriculture. Enfin, il y a des perspectives fantastiques. Il y a ces perspectives, il y a aussi les inquiétudes que vous traduisez dans ce livre. C'est vraiment un cri d'alerte, un cri d'alarme. Notre agriculture est en danger. Xavier Belin, merci encore d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Est-ce que vous demandez aux ministres qui ne se sont pas encore prononcés de se prononcer une bonne fois pour toutes et de sortir de l'ambiguïté? Quand on est ministre du gouvernement de Bernard Cazeneuve sous l'égide du président de la République François Hollande, qu'on dirige ce pays, j'imagine que quand on fait partie des 35-39 personnes qui dirigent la 5e puissance du monde, on est quand même en droit d'attendre d'elles qu'elles nous disent quelle est leur ligne politique. C'est Martine Aubry qui disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Bah pour une fois, on est d'accord, elle et moi. Le vrai problème de Manuel Valls, qui sera peut-être celui de François Fillon, c'est de s'affranchir de celui qu'il a nommé Premier ministre et de se détacher et de se démarquer. Et en ce qui concerne Manuel Valls, la petite difficulté va être du fait qu'il vient à peine de démissionner pour se lancer en campagne. Et il peut y avoir une sorte de schizophrénie entre l'ancien Premier ministre, le candidat. Quel sera le discours du candidat par rapport à ce qu'était le discours du Premier ministre? Ça va être très difficile à gérer pour lui. Les communistes ont toujours été un trait d'union. C'est pas un aveu d'impuissance. Aujourd'hui, nous sommes un repère, nous sommes une force qui permet de tenir la gauche, alors que certains voudraient la faire voler en éclats. Et je pense que nous allons avoir besoin de reconstruire une nouvelle dynamique à gauche. Et il faut commencer ce travail maintenant, pas le lendemain de l'élection présidentielle. Mais est-ce que vous voulez... Le mot d'ordre aujourd'hui, rouvrir le débat, même si l'issue est défavorable pour les communistes. Je ne pense pas que Mme El Khomri va nous dire que vraiment on a raison, parce que pendant tout ce temps, elle a affirmé le contraire. Donc je ne pense pas qu'elle nous donnera raison aujourd'hui. Moi j'espère que ce débat permettra aux uns et aux autres de se dire que peut-être que dans la prochaine mandature, il faudra revenir sur ce texte. Je veux rappeler ici que nous croyons plus que jamais au bien fondé et à l'utilité de cette loi. Ce texte renforcera nos syndicats, ce texte renforcera les protections des salariés et ce texte renforcera également nos entreprises. Et je crois qu'il faut que tout le monde travaille ensemble dans des situations d'urgence comme nous avons à l'heure actuelle concernant cette épidémie de grippe et que bien entendu il faudrait une coordination beaucoup plus importante avec la médecine de ville et peut-être des établissements privés également. Le problème de vouloir tout régler au niveau des hôpitaux publics, c'est une politique habituelle de Madame la Ministre dans des situations d'urgence, mais je pense qu'en ce qui concerne la grippe, celui qui est bien placé c'est quand même le médecin traitant qui doit juger si éventuellement son patient doit être hospitalisé.
Si effectivement demain, le sénateur, je parle bien du sénateur, ne connaît plus les affaires au fond et techniquement de sa commune, de sa collectivité locale, on va effectivement en faire un appareil-chic, on va le déconnecter, il ne servira plus à rien, ça peut donc être tout à fait un député, et moi je pronostique à terme, j'espère que nous le verrons peut-être encore, la disparition du Sénat. Et ça c'est très grave, parce que constitutionnellement, il y a un bicamérisme dans ce pays, et c'est la richesse de la France. Est-ce qu'on peut être maire de Lyon à temps plein et sénateur à temps plein? Écoutez, il semble que non, puisque c'est lui-même qui le dit. Monsieur Collomb, si quelqu'un ne peut pas exercer les 2 mandats, il avait la liberté de ne pas pouvoir les exercer. C'est un choix. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, notez-le, grande soirée politique sur Public Sénat. Vous pourrez suivre le premier débat de la primaire de la gauche sur notre antenne. Rendez-vous à partir de 19h30 pour une édition spéciale. Jusqu'à minuit et demi, je serai entourée de nombreux invités. Également avec Mickaël Samès et Delphine Girard qui seront sur place pour le débat et dans les différents QG des candidats. On vous attend donc nombreux, je l'espère, demain à 19h30. Belle fin de soirée à vous.